c'est que la capacité pour les dirigeants occidentaux alliés d'Israël de défendre Israël, surtout dans le cadre d'un conflit ouvert avec l'Iran, dépend de la qualité démocratique d'Israël. Parce que l'argument qui a toujours permis de justifier l'attitude de ceux qui soutenaient Israël face aux Palestiniens, c'est de dire Israël est le seul État démocratique du Moyen-Orient. Et si cette image d'Israël est ternie, et elle est contestée à l'intérieur même d'Israël, mais ce ne sont pas seulement les ennemis d'Israël qui le disent, ça pose évidemment un problème. Nous allons maintenant parler de la visite de Binyamin Netanyahou ce week-end à Paris avec notre ami Michel Taubman. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, on va dire expert dans le dossier du nucléaire iranien. Et la première question, naturellement, que je voudrais vous poser, c'est est-ce que effectivement, comme on a le sentiment, vu de Jérusalem, il y a une sorte de terrain d'entente cordiale entre Netanyahou et Macron autour du dossier du nucléaire iranien? Ah oui, c'est d'une évidence et c'est un élément extrêmement important. Je pense que c'est véritablement un tournant dans la question iranienne pour Israël, puisque cet isolement d'Israël, qui était l'isolement de Benyamin Netanyahou, mais qui était aussi celui de Lapid, qui poursuivait la même politique par rapport à l'Iran, cet isolement d'Israël sur le dossier iranien appartient aujourd'hui au passé. On le sait, les Américains ont pris acte de la fin des négociations sur le nucléaire avec l'Iran, et les Français en ont pris acte aussi. Donc cette première visite à l'étranger de Benyamin Netanyahou n'est pas pour les États-Unis, elle est pour la France. Macron, depuis le départ d'Angela Merkel, fait figure un peu de leader de l'Union européenne, et la France s'est beaucoup rapprochée d'Israël. Alors on peut dire, est-ce que la France a changé? La situation a changé. La situation a complètement changé. D'une part, parce que, je vous le disais, les Iraniens, maintenant, sont partis vraiment à toute vitesse, sont dans une course effrénée vers l'arme atomique, et tout le monde le reconnaît, pas seulement les dirigeants israéliens, mais les responsables de l'AIEA, les responsables américains. L'Iran est maintenant au seuil du nucléaire, c'est-à-dire en capacité de fabriquer une arme, et donc les négociations n'ont plus de raison d'être, en tout cas pour l'instant, dans le rapport de force actuel. Et puis il y a la question de l'Ukraine, qui a aussi totalement rebattu les cartes. Alors oui, effectivement, on comprend que c'est l'Ukraine et la guerre avec la Russie et la position de la Russie aux côtés de l'Iran qui ont redéfini la donne dans ce dossier. Mais est-ce que ce terrain d'entente entre les deux pays, qu'est-ce qui peut entraîner? Parce que on a vu la semaine dernière, et vous l'avez suivi aussi, Michel, la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Anthony Blinken, où là aussi on a trouvé une sorte de communion d'intérêts autour du dossier du nucléaire iranien. Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce qu'on peut, par exemple, dire que il y a une fenêtre d'opportunité pour l'État d'Israël pour aujourd'hui lancer une opération militaire contre les installations nucléaires iraniennes, avec peut-être un soutien logistique des États-Unis, peut-être de la France, d'autres pays? Alors la question est évidemment, je dirais, dans les mains de dirigeants politiques et militaires israéliens. Est-ce que c'est maintenant que doit intervenir l'opération militaire de grande ampleur israélienne, parce que les Israéliens mènent depuis des années le combat contre l'Iran. La guerre, elle est sourde, mais elle est constante depuis plusieurs années, avec des interventions, y compris des interventions en Syrie, contre des bases militaires iraniennes, contre des convois d'armes iraniens, et interventions y compris en Iran, où il ne vous a pas échappé, il n'a échappé à personne que les Israéliens ont des renseignements et ont des alliés aussi qui les aident à mener des opérations ciblées contre des dirigeants du programme nucléaire, contre des dirigeants des gardiens de la révolution. Donc, est-ce que c'est ce combat, je dirais, de basse intensité qui va continuer, ou est-ce que c'est une grande opération militaire qui est en vue? C'est plutôt maintenant d'une grande opération militaire qu'il s'agit, dès lors que le danger nucléaire devient plus pressant et plus précis qu'il y a quelques mois ou quelques années. Alors, les Israéliens, je ne sais que ce que disent les Israéliens, mais le précédent ministre de la Défense, Benny Gantz, a dit qu'il fallait se préparer pour dans 2 ans à une opération militaire de grande ampleur. Et puis le chef d'état-major sortant, Kochavi, a dit qu'il existait, je crois, au moins 3 plans. Et s'il dit qu'il y en a 3, c'est qu'il y en a certainement 4 ou 5 plans d'intervention massifs contre l'Iran. Et c'est ça qui a changé sur le plan politique, c'est que
les Israéliens bénéficieront au moins d'un soutien tacite, au moins d'un soutien politique, et peut-être d'une aide logistique des Américains, voire des Français et de certains pays européens. Et c'est ça qui est en train de changer, c'est que cette guerre que mèneraient les Israéliens contre l'Iran ne serait pas une guerre isolée d'Israël contre l'Iran, mais ce serait quelque part une guerre soutenue par une coalition. Alors après, quelle sera la part prise par cette coalition, ça je ne sais pas, est-ce que ce sera uniquement politique ou militaire, dans quelle ampleur, etc. Mais, il y a quand même un mais, la question ukrainienne est quand même là. C'est-à-dire, est-ce que cette intervention aujourd'hui aggraverait la crise internationale face à la Russie et pourrait en déclencher une guerre mondiale, une mondialisation de la guerre, ou est-ce qu'il faut peut-être attendre un peu, quelques mois, un an, que la situation se décante sur le front russo-ukrainien. Ça, c'est une véritable incertitude. Alors, toujours pour revenir à la visite de Benyamin Netanyahou à Paris, s'il y a effectivement terrain d'entente sur le dossier nucléaire iranien, il y a apparemment toujours les mêmes genres de divergences que dans le passé, dans le dossier des Palestiniens, avec toujours le même paradigme, les Français qui veulent une mise en application de 2 États pour 2 peuples. Quel est, là, sur ce point, on n'est pas d'accord, ou alors... c'est un peu secondaire aujourd'hui. Écoutez, il ne nous a pas échappé 2 choses. C'est d'une part le caractère un peu rituel de la condamnation de l'intervention israélienne à Jénine contre un groupe terroriste qui préparait un attentat en Israël. La condamnation de la communauté internationale et notamment de la France a été, je dirais, de routine. Par contre, la condamnation de l'attentat de Jérusalem qui est survenu le lendemain a été de la part de la France d'une force, d'une rapidité, sans équivoque, et d'autant plus que Benyamin Netanyahou s'en le souffre. D'une certaine manière, je dirais qu'en accueillant Netanyahou, en l'accueillant chaleureusement, Emmanuel Macron a aussi rendu service à Benyamin Netanyahou. Alors, évidemment, ce qu'on demande aux Israéliens, c'est de ne pas engager le combat sur plusieurs fronts, et c'est de calmer le jeu avec les Palestiniens. Parce que, bien évidemment, on ne peut pas... c'est pas tellement seulement sur le plan militaire, mais sur le plan politique, les Européens ne peuvent pas soutenir un Israël qui s'affronterait ouvertement aux Palestiniens. C'est, je pense, aussi ce qu'a demandé Blinken, c'est ce que demande Macron. Les Américains vont renforcer un peu l'autorité palestinienne pour qu'elle puisse elle-même assurer la sécurité dans les territoires. Donc là, on met un peu des pansements, hein, mais on n'envisage pas aujourd'hui une négociation de grande ampleur, une solution à 2 États, etc. Donc ça, on le répète c'est un peu la solution à 2 États, c'est un peu une prière que répète chaque matin la communauté internationale, mais sans vraiment y croire. Alors sur le dernier point qui préoccupe, on va dire, la communauté internationale, c'est la réforme judiciaire. Là-dessus, Emmanuel Macron semble s'être exprimé. Alors il ne s'est pas exprimé publiquement contre la réforme, mais il aurait dit à Benyamin Netanyahou que cela risquait de mettre en danger, éloigner l'État d'Israël d'un système démocratique. Vous pensez que Emmanuel Macron comprend la nature de la réforme judiciaire israélienne ? Écoutez, Emmanuel Macron, comme Blinken, comme la plupart des dirigeants des pays démocratiques occidentaux, sont inquiets. Alors, pas tellement parce qu'ils peuvent parler, c'est pas simplement une question intérieure israélienne, c'est que la capacité pour les dirigeants occidentaux alliés d'Israël de défendre Israël, surtout dans le cadre d'un conflit ouvert avec l'Iran, dépend de la qualité démocratique d'Israël, parce que l'argument qui a toujours permis de justifier l'attitude de ceux qui soutenaient Israël face aux Palestiniens, c'est de dire Israël est le seul État démocratique du Moyen-Orient. Et si cette image d'Israël est ternie, et elle est contestée à l'intérieur même d'Israël, ce ne sont pas seulement les ennemis d'Israël qui le disent, ça pose évidemment un problème. Et je pense que Benyamin Netanyahou est un homme d'État assez expérimenté pour savoir faire les choix entre ce qui est aujourd'hui indispensable, nécessaire et vital pour Israël, c'est-à-dire la question de l'Iran, et la question des réformes internes et des affrontements politiques intérieurs. Je pense que là, en allant à Paris, il est redevenu aussi, il a endossé à nouveau les habits de chef d'État, de grands dirigeants internationaux, et faisant un peu oublier l'image
glauque que lui donnent ses opposants en Israël, avec les affaires. Disons que les coupes de champagne et les cigares sont oubliés, puisque là, la question, c'est quand même la bombe iranienne, et qui apparaît évidemment beaucoup plus importante. Alors justement, le fait, vous avez mentionné que c'était la première visite de Benjamin Netanyahou à l'étranger, elle n'est pas, comme ça a été la tradition dans le passé pour les États-Unis, mais pour la France. Cela signifie peut-être une sorte de tension avec Joe Biden. Et je voudrais vous poser la question, on en a parlé hors antenne, est-ce que il y a certaines informations sur une sorte de deal qui pourrait avoir été présenté et proposé par Anthony Blinken la semaine dernière à Benjamin Netanyahou, à savoir renforcer l'autorité palestinienne, qu'Israël renforce l'autorité palestinienne et suspendre ou gèle au moins une partie de la construction dans les implantations juives en échange d'un soutien de l'administration Biden au dossier du nucléaire iranien et d'un apport conséquent de la part de cette administration en faveur d'une normalisation avec l'Arabie Saoudite. Ça vous semble un deal envisageable ? Écoutez, ça correspond aussi à des informations que j'ai, par des informations off, que j'ai pu obtenir par ailleurs. Effectivement, il y a un deal, hein. Il y a un deal, c'est que les Américains, mais les Français aussi, sont aujourd'hui prêts, et pas seulement prêts par amitié pour Israël, mais pour leurs propres intérêts, pour les intérêts des Européens, parce que les Européens, finalement, sont plus à portée des missiles balistiques iraniens que les Américains. Donc les Américains et les Européens, les Français, et une partie des Européens sont prêts à soutenir Israël, mais et aussi à aider à la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Mais simplement, il y a évidemment la question palestinienne. On peut la sortir par la fenêtre, elle rentre par la porte, on peut sortir par la porte, elle rentre par la fenêtre. Alors, personnellement, et je n'ai pas à dire quelle solution est à trouver. Et les chancelleries occidentales, aujourd'hui, ne croient plus vraiment à la solution à deux États. Mais on veut au moins que les choses soient apaisées. Et je crois que c'est aussi l'intérêt d'Israël que le feu ne prenne pas dans les territoires aujourd'hui. C'est de se concentrer sur la question iranienne, qui est vraiment une question existentielle pour Israël. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la France et les États-Unis n'ont pas la même approche. La France a toujours été beaucoup plus dure par rapport à l'Iran. Depuis des années. La France a été en conflit avec l'Iran pendant très longtemps. La France a subi des attentats de la part des Iraniens sur le territoire français. Et puis là, on a des Français qui sont retenus en otage en Iran. Donc il y a une situation conflictuelle avec les mollahs. Et même dans les discussions sur le JCPOA, sur le nucléaire iranien, sur l'accord sur le nucléaire en 2015, souvenez-vous, Laurent Fabius, qui représentait la diplomatie française, était plus dur que les Américains dans les négociations face à l'Iran. Donc il y a effectivement quelque part un rapprochement franco-israélien qui est très net. Et puis Netanyahou a intérêt lui aussi à diversifier ses alliés. Et la France a intérêt aussi à jouer sa propre partition, comme elle le fait même sur le dossier ukrainien par rapport aux États-Unis, parce que si les États-Unis se sont un peu retirés du Moyen-Orient, ils sont revenus en force en Europe, et les Français, évidemment, c'est aussi un obstacle au projet européen de Macron, de défense européenne. Le retour des Américains est à la fois un garant pour la sécurité de l'Europe face à une Russie menaçante, mais aussi, quelque part, on est à nouveau dépendant des États-Unis. Donc Emmanuel Macron joue sa propre carte. Il y a vraiment une convergence entre Netanyahou et Macron aujourd'hui, une convergence d'intérêts qui est très nette. Eh bien, Michel Taubman, merci beaucoup pour l'ensemble de ces appréciations concernant la visite de Benjamin Netanyahou à Paris en fin de semaine, et puis pour donc ces explications sur la situation stratégique d'Israël face aux défis du nucléaire iranien, bien entendu, mais à d'autres défis ici sécuritaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bonne journée. À bientôt. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.